Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Il y a 30 ans, jour pour jour, l'Europe et le monde étaient secoués par l'accident nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. Franck Ferrand revient aujourd'hui sur cette catastrophe. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Pour revenir avec justesse et précision sur les événements de Tchernobyl, j'ai convié cet après-midi l'une des plus grandes expertes de la question, la journaliste d'origine russe Galia Ackerman, ainsi que notre consultant scientifique maison, le cher Alain Sirou. Et pour nous remettre dans l'état d'esprit de l'époque, je vous propose de commencer cette émission en revivant la catastrophe heure par heure. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question d'Odile sur l'origine des pâtes alimentaires. Ça devrait détendre un peu l'atmosphère. Pour le moment, nous avons rendez-vous en Ukraine au tout dernier temps de l'Union soviétique. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Une zone, et le terme n'est pas neutre, nous dira Galia Ackerman, une zone entourée de barbelés gardée par des policiers où l'on n'entre que muni d'autorisation spéciale et d'un guide du ministère des situations d'urgence, une zone où les seuls humains présents sont en tenue spéciale conçue pour résister à la radioactivité, une zone où des animaux, des loups, des sangliers, des renards errent au milieu de villages abandonnés, de décharges et de sites de stockage. Cet espace est une zone interdite, près de 2600 km² autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl, dont le réacteur numéro 4 a donc explosé il y a 30 ans jour pour jour. À l'époque, l'Ukraine fait partie de l'Union soviétique qui a voulu croire et ne croit déjà plus tout à fait au modèle idéal d'une industrie parfaite. C'est ainsi qu'on présentait encore l'énergie atomique dans la Russie soviétique dans les années 1960. Pripyat, la ville où résident les ingénieurs et les ouvriers de la centrale, était censée symboliser justement ce progrès communiste. Mais bien avant le réacteur numéro 4, le bloc soviétique, si je puis dire, s'est déjà fissuré en cette année 1986. Et le tout nouveau, le tout jeune premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique, Mikhail Gorbatchev, a déjà lancé sa politique de transparence et de réforme. Alors nous allons aller respirer l'air de Pripyat en ce vendredi 25 avril 1986. La ville est située à moins de 3 km de la centrale atomique de Tchernobyl, à une centaine de kilomètres au nord de Kiev, donc en pleine République socialiste soviétique d'Ukraine. Pripyat, c'est une petite ville, enfin c'est une ville, devrais-je dire, de 49 000 habitants, ville nouvelle, fondée en 1970 au bord d'un cours d'eau afin d'accueillir les employés de la centrale logés dans des appartements confortables. Vous connaissez tout ce système de logement, de faveurs qui pouvait exister dans l'Union soviétique. La ville possède des équipements de qualité, des jardins publics, une piscine et même un parc d'attractions qui, en cette année 1986, doit être inauguré et dont la grande roue et les autotamponneuses ont déjà été livrées. Les habitants de Pripyat peuvent également profiter des forêts alentours, très belles forêts où l'on fait des promenades. En clair, et contrairement à une grande partie de l'Union soviétique, on peut dire qu'il fait relativement bon vivre à Pripyat. À 2 km et quelques se trouve la centrale nucléaire de Tchernobyl. Elle a été construite à partir de 1971. Elle compte 4 réacteurs et 2 autres qui sont en construction, des réacteurs destinés à la production industrielle d'électricité évidemment, mais aussi, et nous en parlerons tout à l'heure parce que ça n'est pas négligeable dans ce qui nous intéresse, à la production de plutonium. La capacité de la centrale est énorme, 4000 mégawatts, ce qui fait d'elle la plus importante centrale nucléaire du RSS. Et avec le projet qui est en cours, elle devrait carrément se placer à l'issue des travaux programmés au tout premier rang mondial. À l'intérieur, 2 réacteurs sont reliés à une gigantesque salle des machines, salle commune où se trouvent les turbines et les générateurs de courant alternatif. À côté de chaque bloc énergétique et de sa salle des machines se trouvent des installations de stockage des déchets radioactifs, solides et liquides. Se trouve également tout un réseau de transformateurs, naturellement, des générateurs de réserve à diesel et des installations hydrauliques ainsi que des stations de pompage, des bâtiments administratifs, enfin une sorte d'unité, si vous voulez, d'unité autonome à côté de chacun de ces blocs.
Nous sommes donc le 25 avril 1986 et il se trouve que ce jour-là, des travaux de maintenance doivent être réalisés à la centrale. Précisément, il s'agit d'un test de sécurité qui a pour objectif d'étudier l'utilisation de l'électricité résiduelle produite par la rotation des turbines et qui pourrait, se dit-on en cas de panne électrique générale, qui pourrait être utilisée. Alors, on va donc faire cet exercice. Pour ça, il faut arrêter le réacteur numéro 4, réacteur mis en service 3 ans auparavant. C'est un test qui n'est pas particulièrement dangereux, il a déjà été effectué dans le passé. Les équipes de la centrale n'ont d'ailleurs pas vraiment la tête à tout ça, disons-le. La plupart pensent surtout aux toutes prochaines vacances du 1er mai, qui sont très importantes en Union soviétique. À 14h, l'expérience commence. Le test, à ce moment-là, doit être reporté parce que on a constaté la défection d'une centrale sur le réseau électrique et donc le réacteur numéro 4 doit continuer à fournir de l'électricité pour remplacer cette centrale défectueuse jusqu'à la fin de la journée. Ce qui veut dire qu'il est tard, il est même très tard, ce 25 avril, il est 23 heures passées lorsque l'expérience commence vraiment. 23 heures passées, or à minuit, on change d'équipe. Déjà, ça commence mal, si je puis dire. Une nouvelle équipe prend la relève, son chef s'appelle Alexandre Akimov. Il se trouve à la tête d'environ 200 collaborateurs qui vont donc travailler en service de nuit. Ce que personne ne sait à ce moment-là, c'est que le fonctionnement du réacteur à basse tension a modifié ses propriétés physiques. Nous verrons tout à l'heure avec... c'était très intéressant et agréable tout à l'heure dans le couloir, Alain Sirou m'expliquait exactement ce qui s'est passé, parce que pour tout vous dire, je n'avais pas parfaitement saisi la situation. Il nous le réexpliquera tout à l'heure, je vous le promets. Toujours est-il que on sait d'ores et déjà qu'un point chaud s'est formé au cœur, vous l'aurez compris, dans la toute fin de la soirée du vendredi 25 avril, ce qui veut dire que là, nous sommes déjà le samedi 26. L'équipe de nuit de la centrale nucléaire de Tchernobyl poursuit son test de sécurité. Encore une fois, le but, c'est d'étudier l'utilisation de l'électricité résiduelle produite par la rotation des turbines, électricité qui pourrait être utilisée en cas de panne générale. Alors, les opérateurs doivent commencer par ramener la puissance du réacteur à 25% de sa capacité totale. Ils la baissent donc, mais ils ne parviennent pas vraiment à la stabiliser à ce niveau. La vérité, c'est que la tension diminue trop vite. Le réacteur se trouble et bien entendu, bientôt, il va se retrouver en arrêt total. Les opérateurs à ce moment-là tentent de faire remonter la puissance, puisque le but c'est d'avoir une puissance à 25% de la puissance totale. Pour ça, il faut retirer des barres de neutralisation en quelque sorte qui sont installées pour faire descendre la puissance du réacteur. Là, on les retire, c'est ce qui permet de contrôler, de moduler en quelque sorte la puissance. Après 5 minutes, la tension du réacteur remonte donc. Le test peut reprendre. Il est 1h23 et 4 secondes exactement quand les turbines du réacteur s'arrêtent. Les pompes envoient moins d'eau vers le cœur du réacteur, ce qui veut dire que la vapeur va augmenter et va se former autour d'un point chaud. Nous verrons dans quelles conditions aussi tout à l'heure, parce que pour tout vous dire, lorsque Alain Sirou l'explique, c'est beaucoup plus clair que lorsque je le dis moi-même. La tension monte trop vite, des ouvriers veulent alerter les ingénieurs de la salle de contrôle du réacteur, il est 1h23 et 38 secondes. Je vous donne ces horaires pour vous montrer à quel point tout ça va très vite. Les turbines s'arrêtent à 4 secondes, 36 secondes plus tard, le chef de l'équipe de nuit, Alexandre Akimov, actionne le fameux bouton rouge, le bouton d'arrêt d'urgence, qui provoque l'abaissement des barres de contrôle dans le cœur du réacteur. Donc les revoilà, ces barres qui vont faire baisser la puissance du réacteur. Sauf que la manœuvre va produire l'effet inverse. Alors là encore pour une raison physique assez stupéfiante, mais d'un seul coup on va voir augmenter dans des proportions folles la tension du fameux réacteur. Et en à peine 4 secondes, le réacteur atteint 100 fois sa valeur nominale. Alors là, vous imaginez, branle-bas de combat, les clignotants, les voyants qui se mettent à marcher dans tous les sens, les alertes, la panique est générale. Quelques secondes après retentit la première explosion, il n'y a plus de courant, et puis une deuxième explosion encore plus forte, et à ce moment-là, la dalle supérieure de protection, qui est une dalle en béton, qui fait plus de 1000 tonnes quand même, cette dalle se soulève, elle n'est pas protégée par une enceinte de confinement, à l'intérieur de la centrale, certains ouvriers sont déjà brûlés vifs. Voilà ce que nous dit Galia Ackerman, une boule d'énergie électrique, mesurant près de 7 mètres de diamètre et 3 mètres
mètres de hauteur a surgi dans le tiers supérieur de la zone active du réacteur. Près de 50 tonnes de combustible nucléaire sont alors évaporées sous l'impact de cette boule et ont été projetées dans l'atmosphère à une hauteur variant de 1 à 11 km. C'est cette masse qui a formé le fameux nuage de Tchernobyl. De cette fumée lourde, nauséabonde, s'échappe de l'iode, du plutonium, du césium, l'équivalent de 10 fois la teneur de la bombe d'Hiroshima. Vous imaginez l'ampleur de cette catastrophe. Du fait de l'explosion et de la poussière radioactive, les forêts des alentours de Pripyat, essentiellement composées de pins et de bouleaux, ces forêts se mettent à scintiller dans la nuit noire. Pendant ce temps, à l'intérieur de la centrale, les ouvriers sont piégés par l'épaisse fumée à l'odeur métallique. Ils sont piégés par l'obscurité, puisque je vous dis que dès la première explosion, tout s'est arrêté. Certains commencent à vomir, ça ce sont les premiers signes de la radiation. Or, l'incendie menace à présent les autres réacteurs. Près de 30 pompiers se rendent sur place de toute urgence. Leurs protections contre la radioactivité sont vraiment tout à fait rudimentaires. À 2h30 du matin, donc on est là plus d'une heure maintenant, 1h07 après l'explosion, le directeur de la centrale, qui s'appelle Bryukhanov, va se présenter. 1h30 plus tard arrive l'ingénieur en chef Fomin. Voyez alors là, par contre, là, ça va plus vite du tout. C'est-à-dire que les réactions humaines ne sont pas à la rapidité, ne sont pas à la mesure de la rapidité des phénomènes physiques. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. La plupart des récits affirment que l'incendie de la centrale est maîtrisé à 5h du matin, mais il a sans doute fallu beaucoup plus de temps en vérité pour venir à bout des flammes. Le 26 avril, lorsque le jour se lève, alors qu'une fumée épaisse s'échappe de la centrale, un premier rapport est envoyé à Moscou. La catastrophe est tout de suite minimisée, bien entendu, il ne s'agit que d'un incident, mais le réacteur numéro 4 est intact, il va être remis en activité très bientôt, enfin on connaît toute cette phraséologie bureaucratique. À 13h, des émissaires venus de Moscou, dont pas mal de scientifiques d'ailleurs, arrivent à Kiev. Ils montent à bord d'un hélicoptère qui va survoler la centrale. Et là, ils ne peuvent que constater l'ampleur de la catastrophe. Et notamment, ils voient ce réacteur éventré, fumant. Un photographe va prendre toute une série de clichés, seulement les films seront détruits par la radioactivité. À 18h part de Moscou une équipe spécialisée, une équipe de secours. Mais vous vous rendez compte, il est 18h. Tout ça s'est passé aux alentours de minuit, 1h du matin. Donc on a perdu évidemment beaucoup de temps. Est-ce qu'on pouvait faire autrement ? C'est une des questions que nous nous poserons tout à l'heure. Dans les premières heures du dimanche 27 avril, commence le largage sur le réacteur détruit de tonnes et de tonnes de sable, de plomb. On descend très bas pour pouvoir les larguer le plus précisément possible, à 200 mètres de hauteur. Un journal du régime, l'Étoile Rouge, racontera quelques semaines plus tard les détails de l'opération et on y trouve notamment le témoignage de ce pilote qui dit « On restait suspendu au-dessus du cratère, on ouvrait la porte de l'hélicoptère, puis regardant dans l'ouverture et visant à l'œil nu, on laissait tomber le sac. » Voilà comment on réagit. Ce sont des largages qui vont durer pendant des jours et des jours et des jours. Ce même 27 avril, donc le dimanche à 14h, on est maintenant plus de 36 heures après la catastrophe. La ville de Pripyat, qui donc est située à 2 km de la centrale, est entièrement évacuée. Les 49 000 habitants vont quitter la ville à bord de plus de 1100 autocars qui ont été réquisitionnés pour la circonstance. Dans l'annonce diffusée par les haut-parleurs, nous dit Galia Ackerman, une voix féminine leur promettait un prompt retour dans 2 ou 3 jours, dès que la situation radiologique défavorable, c'est ainsi qu'on parlait, dès que la situation radiologique défavorable se serait améliorée. Ce n'était pas un mensonge délibéré, précise Galia Ackerman. Pourtant, l'air de la ville est largement saturé d'iode radioactif et de plutonium, mais comme les habitants de Pripyat n'emportent quasiment rien avec eux, l'évacuation se fait très rapidement en direction d'un certain nombre de localités alentours. Ce que j'ai simplement omis de vous dire, c'est qu'à ce stade, c'est-à-dire là maintenant, 2 jours après le début de la grande catastrophe nucléaire de Tchernobyl, l'Europe et le monde ne sont toujours pas au courant de ce qui est en train de se passer. Franck Ferrand vous propose de revivre la catastrophe de Tchernobyl. C'était il y a 30 ans, le 26 avril 1986. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. Posez vos questions à Franck Ferrand et ses invités. Rendez-vous sur Twitter avec le hashtag ACDH ou sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant. Europe 1,
au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. C'était le 26 avril 1986, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Alors, Franck Ferrand, il y a un instant, vous venez de nous faire revivre cette catastrophe minute par minute, étape par étape, mais le monde n'est toujours pas au courant. Non. Et c'est seulement au matin du lundi 28 avril que la Suède donne l'alerte à propos d'un taux de radioactivité en Europe du Nord anormalement élevé. Une dépêche de l'agence Reuters relaie l'information, mais cette dépêche ne précise pas l'origine du taux anormal de radioactivité dans l'atmosphère, puisqu'on ne la connaît pas à l'époque. À 13h, les choses se précisent un peu, puisque l'agence France Presse, l'AFP, relaie une dépêche de l'agence soviétique TASS sur un accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, mais sans préciser la date. Des soins ont été prodigués aux victimes. Voilà ce qu'annonce la dépêche. Le soir, un premier communiqué venu de Moscou parle de la catastrophe et la Pravda d'Ukraine, enfin je devrais dire l'édition ukrainienne de la Pravda, reproduit ce communiqué le lendemain, mais en ayant pris soin d'en retrancher les deux premières phrases, celles qui font état des victimes et qui annoncent la création d'une commission gouvernementale. N'affolons pas les populations, n'est-ce pas ? Ce n'est que le 29 avril, donc après 3 jours, que la presse occidentale parle enfin d'une grande catastrophe, d'une grave catastrophe, et ce soir-là, le soir du 29 avril, le sujet fait l'ouverture des journaux de 20h en Europe. Les autorités soviétiques ne veulent surtout pas parler de la catastrophe, d'où un certain nombre d'approximations et de mensonges. Le 1er mai, les défilés de la fête du travail, les grands défilés soviétiques, vous savez, sont tout à fait maintenus, notamment à Kiev, qui quand même est situé à une centaine de kilomètres seulement de Tchernobyl. Le lendemain, les agences annoncent que l'incendie est éteint, et c'est des États-Unis que vient l'essentiel des nouvelles dont on dispose. La CIA parle à ce moment-là de 2 à 3 000 morts. Le 3 mai, le bilan officiel est toujours le même, 2 morts et 197 personnes hospitalisées. Les autorités soviétiques assurent que la vie a repris son cours à Kiev et que, en gros, tout va bien. Le 4 mai, les habitants de Tchernobyl sont enfin évacués. Vous me direz, mieux vaut tard que jamais. De même que ceux des villages situés dans un rayon de 30 km autour de la centrale. On avait évacué tôt les habitants de Pripyat, mais les habitants des villages beaucoup plus anciens qui se trouvaient à Tchernobyl et aux alentours ne sont donc évacués que le 4 mai. En tout, 48 villages ukrainiens, soit près de 24 000 personnes au total. Ce n'est pas simple d'évacuer tout ce monde-là. Il faut également évacuer tout ce qu'il y a, le bétail, etc. Cette seconde évacuation va prendre 5 jours. La panique donne lieu à toutes sortes de rumeurs, selon lesquelles, par exemple, la vodka et le vin blanc seraient recommandés contre les radiations. On y viendra tout à l'heure, bien sûr. Le pouvoir retient toujours l'information et le 5 mai, le chef du Parti communiste de Moscou, Boris Yeltsin, parle d'une erreur humaine pour expliquer la catastrophe. Au même moment, à Washington, le président américain Ronald Reagan déclare « Les soviétiques doivent une explication au monde, un compte-rendu complet de ce qui s'est passé à Tchernobyl ». Le lendemain, 6 mai, est organisée la première conférence de presse depuis l'accident. Des officiels prennent place devant une forêt de micros pour répondre aux questions des journalistes soviétiques, mais aussi des journalistes étrangers. Le ministre de la Santé parle toujours de 2 morts, mais le nombre de personnes hospitalisées a été revu à la hausse. 204, dont 18 dans un état grave, annonce le ministre. Boris Yeltsin garantit qu'il n'y a plus de fuites radioactives et que 49 000 personnes ont été évacuées. Quant à Mikhail Gorbatchev, eh bien lui ne parle toujours pas, puisqu'il attendra pour s'exprimer le 14 mai. Pendant ce temps, à Kiev, on demande à la population de sortir le moins possible, de fermer soigneusement les fenêtres, de laver à grande eau les planchers pour éliminer les poussières radioactives. Des distributions d'iode commencent. Il est interdit de boire l'eau de la ville, évidemment. Kiev devient une sorte de ville morte, alors que des envoyés spéciaux de l'agence TASS affirment que la capitale de l'Ukraine est en pleine activité, que les théâtres et les salles de concert sont combles comme si de rien n'était. Le 10 mai 1986, après 15 jours de largage de sable et de plomb, les rejets radioactifs sont enfin maîtrisés, commence la période de nettoyage, de décontamination et la fameuse construction du sarcophage sur le réacteur détruit. De mai à novembre, donc ça va prendre 6 mois cette affaire, on va voir 600 000 hommes, alors en rotation bien entendu, mobilisés pour cette entreprise extraordinaire. Il s'agit de liquidateurs, si l'on peut dire, venus d'Ukraine, de Biélorussie, de Lettonie, de Lituanie, de Russie bien sûr.
parmi eux des militaires, des appelés du contingent, des constructeurs de métro de Kiev et de Moscou, des équipes médicales, des équipes de nettoyage, etc., vêtus de tabliers de plomb de 35 kilos censés protéger leur moelle épinière des radiations. On leur donne de la vodka pour les motiver et certains n'ont pas le droit de rester plus de 45 secondes à la fois sur le chantier pour éviter les radiations. Donc on imagine, ce sont des conditions qui sont tellement différentes de tout ce qu'on a pu vivre dans tant et tant d'autres technologies. Des pompiers, des miliciens, des agents de police et de la circulation veillent à empêcher les vols et ils interdisent à certaines personnes d'aller évidemment dans la zone interdite. Des mineurs doivent quant à eux creuser un tunnel de 170 mètres de long sous le réacteur pour installer un coussin de béton, parce que c'est pas le tout de faire le sarcophage par-dessus. Il y a ce coussin de béton souterrain qui doit empêcher les substances de s'enfoncer dans la terre et d'atteindre les nappes phréatiques où elles causeraient des dégâts irrémédiables. Entre-temps, le directeur de la centrale et certains de ses adjoints ont été limogés. Ils devront s'expliquer devant la justice soviétique. De cela aussi, nous parlerons tout à l'heure. Au total, 116 000 personnes sont évacuées en 1986. 116 000 personnes dans une zone de 30 km autour de la centrale, qui aujourd'hui est toujours la fameuse zone d'exclusion. Et à l'heure où je vous parle, dites-vous que près de 8 millions de personnes, dont 2 millions d'enfants, vivent encore sur les 160 000 km² de terre contaminée en Ukraine, en Biélorussie et en Russie. Bonjour Galia Ackerman. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis ravi aussi qu'Alain Sirou soit des nôtres. Vous avez compris pourquoi. Je ne suis pas très doué en physique en général, alors la physique nucléaire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et aujourd'hui, l'émission sur Europe 1 est consacrée à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl qui s'est déroulée il y a 30 ans jour pour jour. Franck Ferrand, vous recevez 2 invités pour en parler aujourd'hui. Galia Ackerman, essayiste, journaliste et traductrice, auteur de Traversée Tchernobyl, paru il y a quelques semaines chez Premier Parallèle. Et Alain Sirou, consultant scientifique d'Europe 1, directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace. Alors il faut que vous nous racontiez, Galia Ackerman, comment vous en êtes venu à vous intéresser à ce sujet de Tchernobyl auquel vous avez maintenant consacré 3 ouvrages. Traversée Tchernobyl dont vient de parler Anissa, mais aussi Les silences de Tchernobyl en 2006 et Tchernobyl, retour sur un désastre en 2007. Eh bien, les choses parfois se produisent par hasard. En tout cas, j'ai commencé à m'occuper de Tchernobyl parce que j'ai traduit l'ouvrage que tout le monde connaît aujourd'hui, La supplication de Svetlana Alexievitch. Et c'est un livre qui m'a beaucoup touchée et surtout, j'ai participé avec Svetlana à la promotion de cet ouvrage, ce qui m'a permis de rencontrer plusieurs personnes qui s'intéressent à Tchernobyl. Des scientifiques qui étaient venus en France, ukrainiens et biélorusses, des artistes aussi, des penseurs comme Paul Virilio, etc. Et donc, je me suis laissée entraîner dans ce sujet. J'ai commencé à aller moi-même dans les zones contaminées, à rencontrer des gens, à voir ce qui arrive à la population qui habite dans les zones contaminées. Et je vous assure que c'est pas un spectacle très réjouissant. Alors justement, il y a 3 aspects en quelque sorte dès qu'on parle de Tchernobyl. Il y a la dimension politique que nous aborderons vers la fin de ce débat, c'est-à-dire la question de l'information des populations, qu'il s'agisse des populations soviétiques ou des populations du reste du monde à cette époque, et notamment de la population française, puisque c'est devenu maintenant, c'est très connu cette histoire du nuage radioactif qui serait censé s'être arrêté un peu avant les frontières françaises. Bon, bref, on sait très bien qu'il n'en est rien aujourd'hui. Le deuxième sujet, c'est celui des conséquences concrètes et pratiques justement sur la population et des mesures qui ont été prises ou n'ont pas été prises à cette époque. Et ça, c'est votre grand sujet, si je puis dire. Nous y venons dans un instant. Avant cela, revivons peut-être les événements eux-mêmes. Je viens de les raconter. Je vous propose d'entendre ce qu'on entendait sur l'antenne d'Europe 1 justement à ce moment-là. On était le 30 avril 1986. C'était Jean-Pierre Joulin qui envoyait son papier, si je puis dire, depuis Moscou. Voilà ce qu'on pouvait dire. D'après les services de renseignement américains, il est en fusion ou il a fondu. Les mêmes services de renseignement donnent le scénario suivant de la catastrophe. Vendredi, un premier réacteur de la centrale atomique a de sérieux problèmes. Samedi,
Le cœur de ce réacteur est entré en fusion. Dimanche, les soviétiques ont essayé d'intervenir, et alors qu'ils essayaient d'intervenir, une explosion chimique est intervenue, le réacteur a été détruit, le toit a été soufflé, un énorme trou s'est ouvert, tout autour, les murs du réacteur se sont écroulés. C'est d'ailleurs les images qu'ont rapportées les satellites espions qui sont braqués actuellement sur les lieux de la catastrophe. Et c'est alors, après cette explosion chimique, qu'un deuxième réacteur voisin, tout proche du premier, a été atteint à son tour, et c'est ce réacteur qui actuellement fondrait. Jean-Pierre, des experts ouest-allemands informés par les États-Unis estiment que la fonte de ce deuxième réacteur peut entraîner une catastrophe de la même ampleur que la première. C'est ce qu'on dit aussi à Washington ou pas ? À Washington, on pense, si vous voulez, que les deux catastrophes ont été quasiment simultanées et qu'actuellement, on est derrière le pire, si j'ose dire. Alors, on peut dire que dès le 30 avril, on avait quand même une vision relativement précise, grâce aux Américains en l'occurrence, de ce qui s'était passé en Ukraine, de ce qui s'était passé à Tchernobyl, Alain Sirou. Oui, c'est vrai, même si c'est difficile d'interpréter des images satellites. Oui. En fait, il y a eu un seul réacteur concerné. Tout s'est passé d'un seul coup, si je puis dire. Vous avez vraiment noté l'extrême rapidité. Oui, et c'est le réacteur numéro 4 qui est un réacteur extrêmement puissant, puisque c'est quand même 1000 mégawatts. Et pour schématiser l'accident, excusez-moi, mais on va vraiment le schématiser, mais le chaudron nucléaire, c'est quoi ? Ce sont des réactions de fission, qui sont dans un réacteur, et vous avez des grappes de barres. Et dans ces barres, vous avez de l'uranium. Et cet barres, ça fait comme des espèces de grands néons, comme ça, qui descendent dans les... Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a 1681 tubes qui descendent dans ce réacteur. Et vous avez un contrôle, en quelque sorte, de cette chaleur par des modérateurs. Ces modérateurs sont des barres aussi qui sont composées de bore ou d'autres matériaux absorbants qui permettent en fait de contrôler cette réaction. On augmente la puissance ou on la réduit en levant les barres. Voilà. Sauf que les barres en question, faut-il encore qu'elles puissent descendre dans le réacteur, parce que ça va être le problème. Là, vous avez deux choses. Vous avez vraiment la puissance du réacteur, c'est-à-dire la chaleur, et puis vous avez ce qu'on appelle le caloporteur, c'est-à-dire vous avez un refroidissement, et le refroidissement, là pour le compte, c'est de l'eau. C'est-à-dire de l'eau qui circule dans le réacteur, et puis qui ressort et qui entretient une turbine. Donc c'est de la vapeur, et vous avez comme ça un équilibre. Vous avez vraiment la chaleur, vous avez l'évacuation de la chaleur, et vous avez la production d'électricité. Là, dans le test, qu'est-ce qu'on a voulu faire ? On a voulu baisser la température, on a voulu couper le réacteur, et voir aux limites de ce réacteur, finalement, comment il pouvait réagir. Et on se rend compte qu'il y a plusieurs erreurs. Il y a des erreurs humaines, et puis il y a une instabilité propre à ce réacteur qui fait qu'à un moment donné, la température a augmenté et qu'il était trop tard pour redescendre des barres de contrôle. Et donc, la tentative de... Quand vous dites qu'il était trop tard, c'est-à-dire que la température était telle que ça n'aurait plus servi à rien et que de toute façon, les barres ne pouvaient plus descendre dans le réacteur, c'est ça ? Ils ont tenté au dernier moment de descendre les barres, mais ils avaient coupé tous les signaux d'alarme, c'est-à-dire que ils avaient coupé... pour les besoins de l'expérience. Pour les besoins de l'expérience, mais c'était quand même vraiment extrêmement dangereux. Ce réacteur est très instable, et les gens qui opéraient n'étaient pas des physiciens. Ils avaient reçu des ordres, et donc ne pouvaient pas interpréter ce qu'ils voyaient. Ils n'avaient pas de marge de manœuvre, disons les choses. C'est très compliqué parce que c'est une accumulation, de circonstances qui font que finalement, dans un accident comme celui de Tchernobyl et comme beaucoup d'accidents, vous avez une part humaine, vous avez une part technique, vous avez une part, d'instruction alors propre au système soviétique qui faisait on appliquait à la règle. C'est rigide. Et puis ça ne pouvait pas exploser. On pensait que ça ne pouvait pas exploser. Oui. Impossible. C'était totalement impossible. Le nucléaire était sûr. Alors pour venir sur le terrain de Galia Ackerman, quand vous parlez de fautes humaines, quelles ont été les erreurs humaines ? À qui peut-on reprocher les premières C'est extrêmement difficile.
je crois que c'est une chaîne. Il n'y a pas un individu qu'on peut, je dirais, pointer du doigt. Chaque personne qui était à son poste avait une responsabilité qu'elle assumait. Mais c'est vrai que les signaux n'ont pas été compris et les conditions de l'expérience, dès le départ, étaient désastreuses. Mais il y avait un respect de l'autorité et il fallait faire cette expérience coûte que coûte. Il y a eu un procès, évidemment. Il y a même eu plusieurs procès, en vérité, Galia Ackerman. Oui, il y a eu un procès et les responsables, comme les personnes que vous mentionnez, le directeur de la centrale, l'ingénieur en chef de la centrale, ont été condamnés à de lourdes peines de prison. Mais je crois que c'est une responsabilité qui aurait dû être partagée entre peut-être eux et ceux qui ont, par exemple, conçu cette expérience et ceux qui ont en général approuvé le fonctionnement de ce type de réacteur, étant persuadés qu'il était tellement sûr qu'on aurait pu, comme disait le grand académicien nucléaire Alexandrov, en installer un sur la place rouge. Un réacteur de ce type... Tellement il était sûr. Était considéré sûr comme un samovar. Sauf que là, le samovar est tombé en panne, si je puis dire, ou plutôt s'est emballé, ce qui est bien plus grave, avec des conséquences qui d'emblée ont été terribles. En termes, il faut parler donc de ce fameux nuage et de ses conséquences, Alain Sirou. Oui, on peut parler de plusieurs nuages. En fait, il y en a au moins 6 qui ont été observés, puisque ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle en termes nucléaires une excursion, c'est-à-dire vraiment l'explosion du réacteur qui a soufflé, vous l'avez décrit, le chapeau. Et le deuxième problème de ce réacteur RBMK, donc soviétique, c'est qu'il n'y avait pas d'enceinte de confinement, pas de coffre-fort. Et la première, je dirais, réaction dans les pays occidentaux et après Tchernobyl, ça a été de construire des doubles systèmes de confinement pour maintenir la radioactivité. Et donc là, on a vu quoi ? On a vu une explosion et la libération dans l'atmosphère de gaz radioactifs, de graphite, d'uranium, etc. Et le cœur du réacteur a fondu. Mais n'oubliez pas que 95% du combustible est resté à l'intérieur du cœur. Donc les 5% qui se sont volatilisés ont contaminé pratiquement toute l'Europe. Incroyable. Donc c'est ça qui est extrêmement important. Il y avait pratiquement, je crois qu'il y avait 160 tonnes de combustible d'uranium à l'intérieur du réacteur. Il en reste 95%. On évacue très vite Pripyat, mais pas les autres villes. Il va falloir quand même plusieurs jours avant qu'une véritable politique sanitaire soit mise en place. C'est lié à quoi cette lenteur, Galia Ackerman ? Je crois que les autorités soviétiques, il ne faut pas les présenter comme des monstres, n'ont pas compris eux-mêmes l'importance de ce qui venait de se passer. En fait, vous savez, il n'y avait pas de dosimètre, il n'y avait pas d'instrument même pour mesurer la radioactivité. Il fallait, comme vous l'avez dit, faire des survols de ce réacteur détruit et fumant pour se rendre compte qu'il était détruit, parce que la direction de la centrale, au début, n'a même pas cru que c'était possible, la destruction du réacteur. Et donc, il fallait décider quelles mesures de prendre un peu à l'aveugle. Il fallait prendre des mesures, surtout partout, pour décider ce qu'il faut évacuer, il ne faut pas évacuer. Donc, pour Pripyat, c'était assez sûr, parce que la ville a été irradiée au plutonium. Donc ça a été décidé relativement vite. Mais même là, je vous donne un petit détail assez terrible. Le 26 avril, donc le réacteur a déjà explosé dans la nuit, mais c'est une journée ensoleillée d'avril. Il y a des mariages qui se font au grand air à Pripyat. Les gens regardent depuis leur balcon la luminescence, c'est-à-dire ce gigantesque incendie, et pas seulement l'incendie, il y avait vraiment une sorte de luminescence dans le ciel qui était, paraît-il, très belle la nuit. Spectaculaire, oui, bien sûr. Oui, presque comme une aurore boréale. Il y avait des gens qui ont pêché, et même à cette occasion, pour calmer la population, parce que bien sûr les bruits ont couru depuis le petit matin, on a mis en route cette grande roue qui est visible sur toutes les photos de Pripyat. C'était le seul jour où cette grande roue a fonctionné, et donc tous ces enfants au grand air, sous ce qu'on appelle le bronzage nucléaire, se sont amusés sur la grande roue. Alors justement, quelles ont été les victimes directes et indirectes de cette catastrophe de Tchernobyl? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Un sarcophage de béton, triste présage, macabre nom, une fragile chape de plomb. Pour un futur nommé Armageddon. Armageddon. Les maisons, le ciel, la terre, les hommes, les enfants, les rivières, les animaux, la vie entière ont disparu dans la poussière. 26 avril, c'est le titre de cette chanson de Renaud, extraite de la compilation 20 ans Tchernobyl. Et aujourd'hui, ce sont les 30 ans de cette catastrophe nucléaire. Vous recevez 2 invités pour en parler avec vous, Franck Ferrand. Galia Ackerman, essayiste, journaliste et traductrice, auteur de Traversée de Tchernobyl, paru chez Premier Parallèle, et également auteur de Tchernobyl, Retour sur un désastre. Et Alain Sirou, consultant scientifique d'Europe 1 et directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace. Vous avez rencontré, vous, évidemment, tous ceux qui sont touchés directement par cette catastrophe de Tchernobyl. On peut dire, Madame Ackerman, qu'aujourd'hui encore, c'est très présent à l'esprit de beaucoup, bien entendu. Écoutez, bien entendu, c'est présent. Comment peut-il en être autrement? Vous avez parlé de 600 000 liquidateurs qui ont participé aux travaux de nettoyage et remise en marche de la centrale, parce que il y avait cet objectif purement communiste. L'homme soviétique devait vaincre l'atome, comme on disait à l'époque, et donc il y avait cet objectif prioritaire et totalement fou, je dirais, de remettre rapidement en marche la centrale sinistrée. Donc c'est 600 000 seulement la première année, mais sur 5 ans, parce que les travaux ont continué pratiquement jusqu'à la fin. Un roulement considérable, donc des populations entières ont été concernées. Voilà, donc au total c'est 1 million de personnes. Si on considère tout le monde qui a travaillé dans cette zone pendant ces 5 ans, 1 million de personnes. De ces 1 million de personnes, une grande partie sont des Ukrainiens, mais aussi, comme vous l'avez dit, les gens qui sont venus des 4 coins de l'Union soviétique. Pour la plupart, ce n'étaient pas des volontaires. Il ne faut pas exagérer quand même cet esprit de sacrifice du peuple soviétique. Il faut dire que près de la moitié, c'était l'armée, c'est-à-dire les conscrits, les appelés, ou les militaires professionnels qui étaient bien obligés d'y aller, y compris les soi-disant troupes chimiques qui s'occupaient surtout de la décontamination. Mais il y avait aussi chaque ministère et chaque grande usine ont envoyé des gens à Tchernobyl en mission. Et à l'époque soviétique, on ne pouvait pas refuser une mission parce que il y avait ces soi-disant livrets de travail. On consignait chaque poste que la personne occupait avec des appréciations. Et donc, si la personne refusait, elle n'aurait plus jamais eu de travail. Donc, les gens étaient bien obligés d'y aller. Et ils ont vécu dans des conditions horribles. Il y avait des gens qui ont travaillé à des endroits extrêmement dangereux, comme ce que vous avez mentionné, le toit du réacteur adjacent, du 3e réacteur, qui a été jonché de débris du combustible nucléaire, et que les gens, pratiquement avec une tenue de protection qui ne valait pas grand-chose. Pas tout à fait, mais enfin, oui. Presque à main nue, à l'appel, on le voit dans plusieurs documentaires. Ramasser à l'appel quelques débris et couraient avec leurs feuilles de plomb qui sorte de tablier de plomb qu'ils portaient, donc parce que il était très dangereux de rester sur le toit plus de 45 secondes. C'est incroyable. Maintenant, c'était des gens en bonne santé à l'époque. On prenait des gens de 30-40 ans. Quelles ont été les conséquences? Est-ce qu'on a une idée du bilan sanitaire? C'est très difficile à dire. Je vais vous expliquer pourquoi. D'une part, on interdisait aux médecins, ça c'était encore le système soviétique, d'établir le lien direct entre le niveau d'irradiation et des pathologies. Ensuite, vous savez, l'Union soviétique s'est décomposée, a éclaté en 1991. Donc, ces liquidateurs sont retrouvés dans différents pays. Il n'y a pas eu de registre unique.
Et ce que nous savons, c'est surtout par des associations d'anciens liquidateurs. Donc, on évalue qu'il y a à peu près sur ce million, à peu près 100 000 personnes qui sont mortes. Maintenant, je ne saurais pas vous dire que 100 000 sont directement morts. Décédés des conséquences, oui, bien sûr. Oui, mais on sait aussi que la plupart de ces gens sont malades, qu'ils ont toutes sortes de pathologies de santé, non seulement des cancers, mais aussi des maladies cardiaques. C'était aussi un énorme stress. Donc il y a des maladies neurologiques très présentes parmi les liquidateurs. Il y a une dimension politique évidente de cet événement, Alain Sirou. On a beaucoup employé le mot soviétique depuis le début de cette émission, et pour cause. On est à la toute fin de l'URSS, 5 ans effectivement avant la chute de cet empire communiste, et c'est l'époque où les soviétiques sont en train de s'incliner devant les Américains sur le plan spatial, avec l'initiative de défense du président Reagan, et simultanément arrive cet accident nucléaire. On a envie de dire que les deux grands piliers de la science soviétique s'effondrent en même temps. C'est très marquant parce que je dirais ça m'a vraiment marqué en lisant le livre de Madame Ackerman. C'est aussi bien l'atome que l'espace sont des constituants forts du soviétisme. C'est-à-dire, c'est le cosmonaute Gagarine, c'est le premier cosmonaute de l'humanité, propagandiste évidemment, et c'est Lénine avec l'électrification générale de l'URSS. Alors, et ces deux piliers-là ont les mêmes racines et en même temps le même comportement. Vous trouvez des villes secrètes, tout est caché. Et vous avez vraiment une omerta profonde sur ces deux piliers du soviétisme. Il y avait d'ailleurs beaucoup d'accidents nucléaires en Union soviétique. Il y en a eu beaucoup. C'est difficile encore aujourd'hui de faire le recensement, mais on connaît surtout celui de Kishtim qui a été extrêmement important. On a bien vu à quel point les autorités locales ne voulaient pas communiquer. Il a fallu du temps aux autres, si je puis dire, pour communiquer. Et on a vu en France un certain nombre de spécialistes essayer de nous rassurer à toute force. Voilà, par exemple, au micro de Benoît Duquesne, donc sur Europe 1, ce que déclarait le professeur Lafuma. On est le 3 mai 1986. Les deux morts sont des gens qui sont morts dans un délai très court, très probablement victimes soit ébouillantés par la vapeur, soit morts dans une explosion, brûlés ou atteints par des projectiles. Bon, les autres blessés, le nombre de 180 n'est pas choquant, car dans une centrale nucléaire travaillent 200-300 personnes, et en même temps 18 dans un état grave. Ça ne veut pas dire que la gravité de l'état soit due à l'irradiation. Ça peut être aussi des gens qui ont eu des blessures. Il est possible qu'il y a quand même une dose d'irradiation en plus, mais il n'y a aucune raison de suspecter ce bilan. Les 2000 morts dans la population tels que les ont annoncés les Américains, très franchement, ça je ne crois pas. Alors évidemment, il faut faire la part du fameux lobby nucléaire, hein, mais on a essayé aussi en Occident de minimiser les choses. Et alors il y a l'affaire du fameux nuage qui se serait arrêté aux frontières. Il faut en dire un mot, Alain Sirou. Oui, ça concerne autant les météorologistes que les physiciens. Oui, puis c'est une autre époque, 1986. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas les réseaux sociaux. La télévision donne la doxa. C'est une catastrophe qui s'est passée ailleurs. L'Union soviétique est extrêmement fermée toujours. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas du tout d'observateurs autres que par satellite pour voir ce qui se passe. Donc, dans un pays qui est sans doute celui qui va devenir le plus nucléarisé du monde, c'est-à-dire la France, il y a nécessité et obligation de rassurer et de dire que finalement, il y a pas de raison d'être inquiet. Un mot juste, parce que là nous sortons du cadre historique et je voudrais qu'on revienne avec Galia Ackerman à des considérations plus historiques, mais un mot sur les risques actuels et sur l'affaire de Fukushima aussi. Est-ce qu'on peut comparer les deux catastrophes ? On peut les comparer, même si les causes ne sont pas les mêmes. Fukushima, c'est suite à un tremblement de terre et puis une inondation, je dirais, de la centrale avec rupture d'électricité et de circuits de refroidissement. Et là, on a 3 réacteurs qui sont entrés en fusion avec des émissions, des explosions, etc. Et Fukushima est aujourd'hui une catastrophe qui continue. Et oui, ça, il faut jamais oublier de le dire. Absolument. Là, c'est pas de l'histoire, c'est de l'actualité.
C'est de l'actualité. On continue de polluer actuellement. En ce moment même, on continue de refroidir les cœurs des réacteurs sans connaître exactement l'état de l'intérieur de ces réacteurs. L'eau est récupérée, l'eau contaminée, elle est de temps en temps relâchée dans l'océan. Et aujourd'hui, même s'il n'y a plus, je dirais, de risque d'explosion à Fukushima, en tout cas avéré, on a remarqué deux choses. D'abord, l'opérateur TEPCO qui a menti en continu et qui cache des informations régulièrement. Et puis ensuite, le fait que ça continue de façon régulière et permanente. Merci beaucoup pour cet éclairage toujours très précis. Merci Alain Sirou. Je signale que le numéro de mars-avril de Ciel et Espace est actuellement en kiosque. Il y est question notamment des ondes gravitationnelles, la nouvelle astronomie, nous expliquez-vous. Alors ça, c'est une sorte de révolution complète du paysage. Et puis, un numéro hors série, par ailleurs, de Ciel et Espace sur le nouveau guide du système solaire. Vous avez trouvé des nouvelles planètes à nous montrer, c'est ça ? Des milliards. Des milliards. Alors, juste un mot, parce que malheureusement, nous n'avons plus beaucoup de temps, Galia Ackerman. Il faut expliquer qu'aujourd'hui, cette zone de Tchernobyl n'est pas déserte comme on pourrait l'imaginer. Des gens y vivent, soit parce qu'ils y sont contraints, soit parce qu'ils l'ont choisi. Il y a une présence humaine et une souffrance dans cette zone de Tchernobyl. C'est ce que vous nous expliquez avec beaucoup de sensibilité. Oui, la zone interdite fait 2600 km². Il y a quelques centaines de vieilles personnes qui ont choisi de revenir dans cette zone malgré l'interdiction formelle d'y habiter, simplement parce qu'ils sont attachés à leurs racines, à leur maison, à leur terre. C'est la psychologie paysanne traditionnelle. Mais en plus, il y a à peu près 10 000 personnes qui travaillent dans cette zone et qui y habitent par intermittence, c'est-à-dire, disons, ils travaillent 4 jours par semaine et habitent ces jours-là, ils dorment la nuit sur place et ils partent pour 3 jours chez eux. Et de quoi ces gens s'occupent ? Eh bien, en clair, ils nous préservent des conséquences de Tchernobyl, parce que ce sont des forestiers, ce sont des gens qui prennent des mesures de radiation dans l'air, dans les sols, etc. Ce sont des ingénieurs qui continuent à s'occuper de sites de stockage, ce sont des forestiers qui nous protègent d'incendies en s'occupant des forêts, etc. C'est-à-dire, ce sont nos anges gardiens. Les anges gardiens et, en quelque sorte, pour certains des héros, toutes les catastrophes humaines ont vu émerger de grands destins. Il y a des héros de Tchernobyl, comme il y en a eu à Lisbonne en 1755, par exemple. Pour les connaître et pour prendre la mesure de leur travail, je ne peux que renvoyer à vos ouvrages, et notamment au dernier, Traverser Tchernobyl, aux éditions Premier Parallèle. Merci beaucoup, Galia Ackerman. Dans un instant sur Europe 1, les origines des pâtes alimentaires. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Avec pour vous aujourd'hui, Franck, une question d'Odile qu'elle vous a envoyée par courrier. Elle voudrait connaître les origines des pâtes alimentaires. Alors c'est une origine chinoise, comme bien souvent. Ce sont les Chinois qui auraient inventé ça il y a 4000 ans déjà. Et la légende voudrait que les pâtes soient arrivées en Occident dans les cales de Marco Polo. En fait, c'est une légende, ça. D'ailleurs, il y aurait beaucoup à dire sur Marco Polo, mais c'est un tout autre sujet. Ce qui est certain, c'est qu'on va voir en Italie se développer des spécialités de pâtes. Alors les spaghettis plutôt à Milan, les fettuccine à Rome, les lasagnes à Gênes, les macaronis à Naples, etc. Comment toutes ces pâtes ont-elles mis les pieds, si j'ose cette affreuse métaphore, en France ? Eh bien, dans les bagages de Catherine de Médicis au moment de son mariage. Tout ça est un peu simplifié, mais il y a sans doute un peu de vrai dans tout ça.